Aurélie Guénan. Bonjour Mickaël. Tu es la présidente de Regard Croisé BAI et on va parler ensemble de différents sujets autour de l'humain, mais j'aimerais bien qu'on évoque d'abord la question de l'écologie, si tu veux bien. Parce qu'on parle souvent de l'écologie sous l'angle plutôt de l'environnement, mais assez rarement de l'écologie de l'humain. Qu'est-ce que ça peut signifier l'écologie de l'humain pour toi ? Alors moi j'aime bien le mot écologie associé à l'humain, et si on garde cette jolie métaphore, on peut imaginer que chaque humain est une plante et qu'on est tous différents, tous singuliers. Déjà la première des choses c'est se connaître, donc l'écologie de l'humain, je trouve que ça commence par une connaissance de soi. Ensuite, ça continue par une connaissance de dans quel écosystème je me situe, de quoi j'ai besoin. Est-ce que j'ai besoin d'être arrosé souvent? Est-ce que j'ai besoin d'un bon terreau? Est-ce que j'ai besoin d'engrais? Comment je me repère avec mes pairs, justement? Comment je communique? Comment je suis en lien? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les arbres et le végétal, ils sont en lien et ils communiquent par les racines. Donc les racines, ça veut dire quoi? C'est la transmission. C'est la transmission de quelle façon? Et tout ça, ça m'évoque tout ça. En tout cas, cette métaphore-là, elle alimente ce regard-là. Donc évidemment, on peut faire un parallèle avec le management, qui commence par se connaître soi-même, quel type de plante on est. Hein. Ensuite, connaître ses besoins, avoir un regard sur soi, connaître son environnement. C'est où est-ce que je suis le mieux, où est-ce que je vais me développer le mieux, dans quel système, dans quelle organisation. Est-ce que je vois plutôt les choses de façon carrée et du coup je vais aller dans un environnement carré? Est-ce que je mets de la rondeur? Est-ce que ce qui me va c'est plutôt la rondeur? Est-ce que j'ai une double lunette carrée et ronde? Du coup je peux m'adapter. Voilà, mais c'est se connaître soi. Et voilà, parce que l'écologie humaine pour moi c'est prendre soin de l'humain dans ce qu'il est lui personnellement, mais aussi prendre soin du lien. Parce que ce qui nous concerne tous aujourd'hui, c'est la notion de lien. Voilà, donc là, j'ai tout de suite une image qui me vient en me disant le lien aujourd'hui à l'heure du digital et de toutes ces sollicitations, qu'est-ce qui reste du lien et comment on travaille ce lien. Voilà, donc ça, c'est mon sujet, comment on travaille le lien. Justement, en partant de ce constat et de cet état d'esprit, ton activité avec Regard Croisé BAI consiste à raconter une histoire individuelle pour créer une dynamique collective. Est-ce que tu peux nous expliquer en termes de dynamique comment l'histoire individuelle peut susciter un engouement collectif? Alors déjà, Regard Croisé BAI, c'est hyper important d'insister sur le BAI, parce que cette marque-là, qui est Regard Croisé, si on y a ajouté un BAI, c'est parce qu'on peut mettre son prénom derrière. C'est-à-dire que toutes les personnes que l'on fait intervenir dans nos regards croisés, donc si je précise un peu, c'est un format d'intervention qui pourrait, alors j'aime pas trop le rapprocher du TED, mais TEDx, mais ça a été vraiment source d'inspiration il y a 7-8 ans, et je me suis dit bon, même si l'idée vient des États-Unis et les Américains ont des très bonnes idées, moi j'avais envie d'en faire quelque chose de beaucoup plus français, de beaucoup plus identitaire, de beaucoup plus personnel, de beaucoup plus profond, puisqu'on n'est pas dans un partage des idées, mais plus dans un partage de l'être. C'est vraiment l'essence de Regard Croisé, c'est partager qui je suis dans mes expériences, qui je suis dans mon parcours, qui je suis dans mon développement. Et donc c'est pour ça que le BAI est important, parce que Regard Croisé BAI, par exemple Sébastien, ou Regard Croisé BAI Emmanuel, ou Regard Croisé BAI Coralie. En fait, chaque personne associe son prénom à la marque à partir du moment où il a témoigné dans le cadre d'un regard croisé. Donc, pour reprendre ta question, c'est vrai que l'essence de Regard Croisé, sa raison d'être, en tout cas, c'est le regard positif inconditionnel. Et ça, c'est important pour nous, c'est dans le lien qui nous rapproche de l'autre. La première des choses, c'est quel regard je pose sur l'autre. Et nous, on est parti du postulat que on avait 1000 façons de se regarder, mais nous, on avait envie de se regarder d'une façon, c'est dans un regard positif inconditionnel. Ça, c'est un terreau de protection.
un terreau de bien-être qui va permettre une expression. Donc regard positif inconditionnel nous amène à faire de chaque histoire individuelle une transformation collective. Voilà. Donc, faire de chaque histoire individuelle, on donne la parole à des collaborateurs en entreprise pour exprimer leur expérience, leur histoire, leur progression face aux autres. Et c'est par ce biais-là j'ai rien inventé, c'est la catharsis d'Aristote en fait, c'est cette façon de s'exprimer qui fait que parce que je suis naturelle, parce que je m'exprime vraiment dans ce qui m'a touchée, dans le parcours que j'ai pu avoir, dans l'adversité, souvent c'est là où on progresse le plus, dans les expériences que je peux partager, parce que je m'exprime, l'autre va être touché, parce que c'est juste... Ça crée de l'empathie. Ça crée de l'empathie, exactement. Donc c'est ça, regard croisé, c'est permettre à des personnes qui n'ont pas l'habitude de s'exprimer, notamment dans nos organisations, parce que c'est vrai qu'on voit toujours les mêmes, les CODIR, les COMEX, passer sur scène, et que là, pour la première fois, si je vous donne un exemple, chez Leroy Merlin, qui est un de nos clients, tout d'un coup, on a une hôtesse de caisse qui va avoir dans un événement, dans un lancement d'année, la même place que le DG Monde. Ouais. Donc, ça, c'est un vrai signe envoyé aux équipes. Et les équipes donc, qui reçoivent cette histoire individuelle par empathie, on crée une dynamique. Et la personne qui a été coachée, accompagnée pour être en capacité de délivrer son histoire personnelle, qu'est-ce qu'elle en retire par rapport au retour finalement de toutes les séances que tu as pu déjà mettre en place? Est-ce que ça leur permet de s'émanciper, de développer des nouvelles compétences par exemple? Alors, ce qu'on va mettre en valeur, c'est essentiellement les soft skills. Ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment ça qui va apparaître. Le fait de faire cet exercice-là, qui est un exercice sur l'extime, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur de l'intime, on est sur l'extime. L'extime, c'est cette part de soi qu'on est OK de révéler à l'autre. Le fait de le faire, c'est la base de tout ce qui peut commencer par psychanalyse, psychothérapie, etc. C'est le fait de présenter de l'estime, c'est-à-dire mettre son histoire à l'extérieur de soi, ça te fait progresser forcément. À chaque fois que tu as pu donner ton histoire, tu la regardes un peu avec une distance, avec un effet miroir, et puis tu sens aussi ce qui se passe en face. Et ce qui est important de dire, c'est que tu l'as souligné, c'est du coaching avant. C'est-à-dire que la première pierre, c'est que les personnes qui interviennent, qui n'ont pas l'habitude d'intervenir habituellement, soient en protection. Alors ça se fait pas comme ça. On dit pas, toi tu vas intervenir sur scène devant 3000 collaborateurs et ça va bien se passer. Ça se passe pas comme ça, c'est un accompagnement, c'est en général 8 heures de coaching. Ouais. Voilà, où on les écoute beaucoup. Moi, mon premier métier, c'est le qualitatif, les études qualitatives. Donc ça, c'est mon ancien métier que je fais encore un peu toujours. Mais du coup, on a des techniques de questionnement qui permettent une écoute complètement ouverte et libre et qui autorisent la personne à délivrer ce qu'elle a envie de délivrer, parce qu'on est vraiment sur une parole choisie. Ouais. Voyez, c'est-à-dire que elle va délivrer une histoire, ça dure 2 heures, et nous on va en garder en 10 minutes la substantifique moelle. C'est-à-dire vraiment l'essence. Et là, en storytelling, on va les aider. Alors, soit à écrire leur histoire, soit on va l'écrire pour eux, mais avec leurs mots. Parce qu'en quali, qu'est-ce qu'on fait? On travaille sur les verbatims. C'est-à-dire vraiment leurs phrases, leur façon de parler, les mots employés. On va pas chercher à les rendre en petits singes savants ou à faire passer des messages. On respecte, c'est vraiment une parole voulue. D'accord. C'est pour ça que dans les regards croisés, il n'y a pas de débat à la fin. La personne arrive, elle vient sur scène, elle pose sa parole, qui est une parole protégée, parce que c'est une parole travaillée, et en ça, il y a une forme de bienveillance. Ok. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est effectivement de pouvoir mettre, quel que soit le niveau hiérarchique, en avant des parcours
de vie et d'individus au même niveau. Et finalement, ça peut être tout autant inspirant, quelle que soit l'évolution de la carrière et le job occupé. Donc là, aujourd'hui, où toutes les entreprises cherchent à redonner du sens, mais aussi à recréer de l'engagement, c'est complètement dans l'air du temps et ça peut peut-être inspirer, sans forcément d'ailleurs le faire totalement dans les règles de l'art telles que Regard Croisé Bail est en mesure de l'apporter, inspirer aussi des animations de journée d'équipe un peu différemment. En général, c'est un événement starter qui ouvre vers d'autres choses. Ouais. C'est pas un événement en soi qui se passe et puis ensuite il se passe plus rien. Non. L'effet regard croisé, c'est que ça libère la parole. Mm-hmm. Il y a toujours un avant et il y a un après. Un avant et un après pour nos talkers. Talker écrit talk-cœur, ouais. Parce que c'est vraiment un langage du cœur et des tripes. Et pour les équipes, parce que quand l'autre sur scène se révèle, ben ça me donne envie moi aussi de me révéler, ça me donne envie d'aller partager mon histoire. Mmh. Voilà. Et pour les managers, pour les leaders, c'est tellement plus fort d'avoir un de ses pairs qui témoigne plutôt que d'avoir quelqu'un qui représente une valeur. Je vais vous prendre un exemple, je citerai pas l'enseigne, mais j'ai été amenée à faire une proposition pour illustrer une valeur d'une marque, d'accord, qui était la performance et la rapidité. Ils avaient le choix, soit ils faisaient un regard croisé sur la performance et la rapidité, avec des collaborateurs qui allaient illustrer leur façon à eux d'avoir été performants et rapides par des exemples concrets, tangibles et vérifiables, et connus peut-être de tous, hein, en tout cas vérifiables. Donc, soit ils faisaient un regard croisé, ils avaient 10 témoignages de leurs collaborateurs sur ce thème-là, soit ils faisaient venir Alain Prost. Pour le même budget, à peu près. Plus ou moins. Alain Prost était un peu plus cher. Un peu plus cher. Un peu plus cher. Bon, à ma grande désolation, ils ont choisi Alain Prost. Parce que il y a des logiques de statut, mais ça embarque personne. Alors, évidemment, il est plus rapide que moi, Alain Prost. Mais personnellement, intrinsèquement et affectivement, un collaborateur sera beaucoup plus proche de son collègue qui a osé être sur scène et qui témoigne que de Alain Prost. Voilà. Ben merci, ça illustre très bien le positionnement. Et tu ouvres également à Bordeaux une antenne du réseau OVH. Oui. Qui est en cours de constitution, c'est ça? Non, ça y est, c'est déjà constitué. Lancé. Voilà, il y a un premier groupe, ça fait 1 an. Alors peut-être tu présentes VH ou parce alors, que tu peux peut-être nous rappeler la baseline de VH. On l'avait présenté avec Gilles Poirieux dans une émission précédente, mais j'aurais pas écorché la baseline. C'est réseau pour et par des hommes et des femmes, c'est ça, des femmes voilà. Et des hommes. Et alors, c'est un réseau de managers qui font un travail sur eux-mêmes pour le coup. Alors là, tu viens de toucher un élément essentiel qui est un élément de discussion entre nous. Ouais. C'est que EVH tel que, et c'est très bien que Gilles Poirieux l'ait très bien présenté, Bertrand Cuneau le présenterait aussi très très bien. Il y a beaucoup de personnes chez EVH qui ont beaucoup de mal, comme moi, à s'approprier la baseline exacte de EVH. D'accord. Pour moi, c'est engagement dans le vivant et dans l'humanisme. Donc c'est vraiment ça pour moi, mais ça ne regarde que moi. Bah, écoute, c'est ta séquence, donc on va garder cette version. Voilà, on va garder cette version-là, en tout cas que moi j'aime beaucoup. Ce qui est important, c'est que c'est 150 dirigeants d'entreprises qui ont envie de se transformer eux-mêmes dans un premier temps, parce que ça commence toujours par soi, en vue de transformer leurs organisations. Voilà, donc c'est des personnes qui, je dirais, ont mis de côté leur ego. Ça, c'est hyper important. L'ego étant défini par le petit moi qui va se voir plus fort, plus puissant, supérieur aux autres. Donc, on est dans une posture de départ qui est une posture basse. Ok. Ensuite, il y a une vraie volonté de travailler sur soi, de progresser sur soi. Et je pense que ça, c'est le premier élément des gens qui viennent chez EVH. C'est des personnes qui ont envie de travailler sur
sur l'intime, justement, en exprimant l'estime. Donc, on fait du codev, c'est 5 séquences par an. Ces séquences, c'est 2 nuits, en général dans le format classique, hein, c'est 2 nuits sur site et 2 jours et demi de partage avec un groupe de pairs. Ce groupe de pairs, il est constitué de 5 personnes, 5-6 personnes, et il y a un animateur coach qui est là pour d'abord protéger le groupe, parce qu'il y a un élément qui est très important, c'est la confidentialité. Ouais. Ce lieu-là, il doit rester un lieu confidentiel et un espace de protection, un espace de ressourcement pour les dirigeants qui viennent. Ce qui passe chez EVH reste chez EVH. Voilà. C'était le grand rebond by Aurélie. Voilà. Merci Aurélie. Merci.